Donc, bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Joanne Whitmore. Je suis chercheuse principale à la chaire de gestion du secteur de l'énergie à HEC Montréal. Je suis co-auteure avec Pierre-Olivier Pinault de l'État de l'énergie au Québec, un rapport qui fait un recensement annuel des données les plus pertinentes, les plus récentes sur le système énergétique du Québec. Comme vous savez, ça fait en fait depuis 2014 qu'on produit cette étude tous les ans. Donc, c'est la 9e édition. Les 4 premières, on l'avait fait sous la bannière, si on veut, de la chaire. Et par la suite, on a le gouvernement du Québec qui proposait de faire un partenariat pour qu'on puisse l'intégrer puis l'adapter, si on veut, avec aussi les enjeux d'actualité sur l'énergie au Québec. Donc, c'est la première édition qu'on fait maintenant. Avant, c'était avec le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, donc avec le ministre Julien. Et puis, depuis octobre, le dossier de l'énergie, si on veut, a été scindé entre le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie maintenant, et du ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. Donc, on a eu l'occasion cette année de travailler avec les 2 ministères pour la réalisation de cette étude. Je veux commencer par d'abord remercier le gouvernement parce que pour le financement, c'est le gouvernement qui nous soutient, là, comme je disais, depuis l'édition 2019, je crois. Et puis aussi de remercier les différents ministères à travers toutes ces années pour leur confiance dans le travail qu'on fait. On sait que ce n'est pas toujours facile parce qu'on émet des données qui parfois ne vont pas exactement dans les tendances qu'on voudrait, mais je pense qu'il faut le voir de façon constructive, puis que le but finalement, c'est de faire mieux, toujours comme on peut. On est en train d'apprendre un peu à travers tout ça, mais je pense que l'État de l'énergie, ça permet d'avoir cette ouverture-là pour avoir des prises de décision éclairées. Je dirais aussi que ce qui est important, c'est de se rappeler que l'État de l'énergie, ça se veut un outil qui peut être utilisé par tous les acteurs du Québec, donc autant au gouvernement que les médias, la recherche, les OBNL, la population, les entreprises, etc., pour qu'on ait un terrain commun pour discuter puis débattre des enjeux énergétiques. Je pense que ce qui est souvent apprécié du rapport, parce que je vois qu'on est à peu près 750 personnes qui est en écoute en ce moment, c'est qu'il y a quand même une certaine pérennité au travail qu'on fait, il y a une constance, il y a une transparence dans l'information, puis une certaine objectivité qui fait en sorte qu'on peut plus se débattre sur les enjeux de fond que sur l'émotivité. C'est aussi ce qui est unique de l'État de l'énergie, c'est que ça permet d'avoir une compréhension plus systémique de l'énergie au Québec. Donc, plutôt que de voir tout le temps les choses en filière, ici, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de faire le lien depuis la consommation jusqu'à la transformation, le transport et la production, tous les éléments, comment ils s'interrelient. Finalement, je dirais qu'avec l'annonce récente que sans doute M. Fitzgibbon va pouvoir mentionner de la consultation sur les lois en énergie, j'espère que l'État de l'énergie va pouvoir être un outil qui va démocratiser un peu l'information, puis nous permettre d'avoir des discussions de société qui vont être quand même bien informées, bien éclairées. On a aussi, on espère que ça va pouvoir permettre aussi aux décideurs de mieux voir comment on va pouvoir créer de la richesse à partir de comment le système énergétique fonctionne réellement, plutôt que des fois d'avoir tendance à le morceler. Donc, sur ça, merci beaucoup à tout le monde, surtout aussi nos partenaires de la chaire qui nous appuient depuis le début. Et je passe la parole au ministre Fitzgibbon de l'Économie, l'Innovation et de l'Énergie, en mentionnant que le ministre de l'Environnement devait se joindre à nous. Malheureusement, je pense qu'il y a eu un empêchement, mais s'il peut, il va se joindre pour le mot de la fin. Donc, M. Fitzgibbon. Merci et bonjour tout le monde. Heureux d'être ici aujourd'hui. Mes salutations à Mme Whitmore, qui est la chercheuse principale de gestion du secteur de l'énergie à HEC Montréal. Salutations à M. Pinault, qui est le titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie à HEC Montréal. Mon collègue Benoît Charette va venir plus tard. Je salue à l'avance. Benoît et moi travaillons étroitement sur toutes les questions de transition énergétique, surtout dans le contexte
notre ambition assez grande de vouloir décarboner pour 2050 et de réduire nos GES d'ici 2030. Alors, je suis content de participer, c'est ma première visite au lancement de cette nouvelle édition de l'État de l'énergie au Québec. Chaque année, ça nous permet au gouvernement d'avoir un portrait éclairant du secteur de l'énergie, puis d'obtenir les données les plus récentes sur la situation énergétique. C'est devenu un outil essentiel pour nous guider dans l'élaboration de nos prochaines actions. Le rapport qui est dévoilé aujourd'hui nous confirme qu'on a encore du pain sur la planche pour répondre aux enjeux de la transition énergétique. On ne sera pas de cachette, les prochaines années seront déterminantes pour atteindre nos cibles de décarbonation. On veut atteindre ces cibles tout en comblant l'écart qui sépare la force de notre économie de celle de nos voisins. On s'est donné comme objectif de réduire d'ici 2030 nos émissions de GES de 37,5 % par rapport à 1990. Et comme j'ai dit, on vise la carboneutralité en 2050. C'est ambitieux, mais c'est faisable. Pour ça, les manches et apporter des changements qui vont nous permettre d'utiliser judicieusement notre énergie renouvelable. Ça implique de réduire le gaspillage énergétique en identifiant, par exemple, nos efforts d'efficacité énergétique et de gestion de l'énergie et de miser sur des solutions novatrices. On a beaucoup de défis dans les secteurs du transport et de l'industrie. Ensemble, ces secteurs représentent près de 70 % de nos émissions de GES. D'abord, pour les transports lourds, j'en conviens présentement, peu de solutions efficaces existent à court terme. C'est un secteur dans lequel il faudra certainement attribuer une part de notre éventuelle production d'hydrogène vert. En conclusion, tantôt, mon collègue Benoît Charette va nous parler des autres enjeux de transport. L'hydrogène vert et les bioénergies pourraient jouer un rôle croissant et surtout complémentaire à l'électrification des transports et de l'économie en général. D'ici 2030, ces filières pourraient générer une réduction de plus de 4 millions de tonnes de CO2 par année, soit 13 % des réductions requises pour atteindre notre cible québécoise de réduction en GES. Avec la stratégie québécoise sur l'hydrogène vert et les bio, on veut créer un environnement favorable pour accélérer la production, la distribution et l'utilisation de ces sources d'énergie renouvelable. On mise sur la filière des carburants propres pour nous aider à atteindre nos objectifs climatiques. D'ici 2030, on veut que le contenu à faible intensité carbone, comme l'éthanol et le carburant diesel renouvelable, puisse atteindre des teneurs en volume de 15 % dans l'ensemble et de 10 % dans le secteur de carburant diesel. Ça permettra de réduire nos GES d'environ 1,8 million de tonnes de CO2 d'ici 2030. Ensuite, il y a le secteur industriel. Dans le rapport d'HEC Montréal, on voit qu'au Québec, des gains potentiels en efficacité énergétique existent dans ce secteur. On doit prendre note de ce constat et de viser les moyens pour valoriser davantage l'énergie perdue, par exemple en utilisant les rejets thermiques pour chauffer nos bâtiments. On doit aussi viser sur le gaz naturel renouvelable, une énergie sobre en carbone qui provient de sources biologiques. Pour ça, on a un programme de soutien à la production de gaz naturel renouvelable via lequel on a reçu plusieurs demandes qui pourraient générer plus de 700 millions de dollars d'investissement au Québec. On a aussi le règlement concernant la qualité de gaz de sources renouvelables devant être livré par un distributeur qui devrait permettre de réduire nos GES d'environ 1 million de tonnes de CO2 d'ici 2030. En parallèle de tout ça, on doit prioriser les projets industriels qui auront des retombées pour notre économie et pour la décarbonation. C'est d'ailleurs l'objectif de notre projet de loi numéro 2 qui vise, entre autres, à encadrer l'obligation d'Hydro-Québec de desservir les demandes de 5 mégawatts et plus. À l'avenir, on va analyser les projets en se demandant est-ce qu'ils contribuent à la lutte au changement climatique et est-ce qu'ils nous permettent de créer de la richesse pour le Québec. Cette démarche nous permettra d'améliorer sensiblement notre efficacité énergétique. Il n'est pas question de demander aux Québécois de prendre des douches tièdes pour vendre de l'électricité pas chère à des entreprises internationales ou à l'exportation. On doit également faire une réflexion sur le secteur de l'électricité qui inclut le rôle
de la structure tarifaire pour atteindre nos objectifs de décarbonation de l'économie. L'objectif ici n'est pas nécessairement d'augmenter la facture des Québécois et de nos entreprises, mais bien d'inciter ceux-ci à une consommation optimale de notre électricité. On doit aussi mieux gérer la pointe de la demande. Si on gère mieux ces quelques heures de forte demande en hiver et en été, on se donnera une plus grande marge de manœuvre pour attribuer de l'énergie à des projets structurants. J'ai d'ailleurs demandé à mon ministère de mettre en place une consultation sur les enjeux énergétiques du Québec en vue du dépôt d'un projet de loi quelque part à l'automne 2023. Pour arriver à nos objectifs de décarbonation, il faut travailler sur la demande. Et pour ça, Benoît et moi, nous travaillons ensemble. Mais il faut aussi augmenter notre production en énergie propre. Selon Hydro-Québec, dès 2027, de nouveaux approvisionnements sont nécessaires pour soutenir la croissance de la demande en électricité nécessaire pour assurer la transition énergétique et pour la croissance économique. D'emblée, le Québec bénéficie d'un vaste réseau de réservoirs et de centrales hydroélectriques qui offrent une flexibilité exceptionnelle, permettant de moduler la production en fonction de la demande des Québécois. Pour répondre à la croissance de la demande, nous avons mis en place une stratégie pour sécuriser nos futurs approvisionnements en énergie renouvelable. Hydro-Québec va, dans un premier temps, investir dans l'amélioration de ses installations actuelles pour optimiser ses capacités de production. Et bien entendu, on veut soutenir davantage de projets d'énergie renouvelable comme l'éolien, le solaire et la bioénergie. On mise beaucoup sur la filière éolienne, étant donné son faible coût et sa capacité à être déployée rapidement. D'ailleurs, jusqu'à 200 mégawatts d'électricité de sources éoliennes vont être installés en 2024 grâce au projet Appuyat, développé en collaboration avec la Nation Inuit. Ça équivaut à la puissance nécessaire pour alimenter près de 20 000 résidences. La sécurité sociale est essentielle pour tous ces projets de développement. Et sous peu, on va annoncer avec Hydro-Québec les contrats retenus en lien avec des appels d'offres pour 300 mégawatts en énergie éolienne et 480 mégawatts de puissance provenant de sources renouvelables. Et je compte annoncer plus d'initiatives sous peu. Bref, on a tous les atouts nécessaires au Québec pour relever les défis de transition énergétique et de la décarbonation. Même s'il y a encore de nombreux défis auxquels on doit faire face pour améliorer la performance énergétique, je sais qu'on a l'ambition et les moyens qu'il faut pour le relever. En terminant, je remercie toute l'équipe de la chaire de gestion du secteur de l'énergie d'HEC Montréal pour ce rapport. Votre travail nous permet de faire des choix éclairés. Je vous remercie. Merci infiniment, M. Fitzgibbon. C'est très apprécié. Nous devions initialement avoir le mot de Benoît Charette, mais il a un retard, va faire en sorte qu'il va nous donner le mot de la fin lorsqu'il sera là. Et j'ai maintenant le plaisir de vous présenter le rapport. En introduction, je vais simplement mentionner que le rapport est disponible sur le site web de la chaire où vous êtes inscrit à ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à aller le télécharger. Ma présentation sera probablement chargée, mais ne représentera malgré tout qu'une portion plus petite que ce que nous présentons dans le rapport. Donc, on a dû faire des choix. On va vous présenter certains éléments de l'état de l'énergie au Québec en 2023. Il y a beaucoup plus à faire et à lire dans le rapport. Et je veux aussi mentionner que la chaire de gestion du secteur de l'énergie bénéficie du soutien de 10 partenaires que vous pouvez voir en bas de l'écran et qui sont essentiels aux activités de la chaire. Alors, nous remercions Boralex, Enbridge, Énergir, Evolugen, Greenfield Global, Hydro-Québec, le gouvernement du Québec, Schneider Electric, Valero et WSP. C'est un travail collectif. Johan l'a mentionné en amont. Nous avons bénéficié de la collaboration du gouvernement. On a aussi beaucoup de collaborateurs de différents organismes. Le gouvernement fédéral nous partage des données.
Et donc, c'est toujours intéressant d'avoir cette collaboration. Donc, même si Johan et moi co-rédigeons le rapport, c'est vraiment un travail collectif qui implique beaucoup de gens. Je commence un petit peu comme chaque année avec une rétrospective de ce qui s'est passé en 2022 et on va avoir une vision générale du rapport du secteur de l'énergie. Puis après, nous allons rentrer dans les secteurs plus spécifiques. Encore une fois, pour la rétrospective de 2022, je ne veux pas mentionner tout ce qui s'est passé. C'est un choix qu'on fait. En février de l'année dernière, on a eu le projet GNL qui a été refusé par le gouvernement fédéral suite à plusieurs études et à des débats très longs, mais ça a peut-être mis le point final à ce projet-là, même si on en a reparlé par la suite, il y a des gros obstacles avant qu'il puisse se réaliser si jamais il se réalise. On a eu en avril, mai, vous voyez, un ensemble d'éléments que le gouvernement a amenés, des bilans fort intéressants. La stratégie québécoise sur l'hydrogène et les bioénergies, comme M. Fitzgibbon a mentionné en mai dernier. Je ne vais pas mentionner tous les rapports, je vais peut-être mentionner quand même qu'en octobre, avec les élections, la refonte du ministère de l'Énergie en deux a créé une nouvelle dynamique et on a eu la création du comité sur la transition que M. Legault a créé, donc justement pour pouvoir éventuellement réfléchir à des décisions qui seront prises. Et je vais mentionner la rétrospective de 2022 en mentionnant quelque chose quand même qui en a surpris plus d'un. C'est en décembre l'atteinte de la cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre qu'on avait fixé autour de 2009 au Québec, de 20% sous le niveau de 1990. Beaucoup de gens ne pensaient pas qu'on pourrait l'atteindre. Et moi-même, je faisais tristement partie de ceux qui pensaient que nous ne pourrions pas l'atteindre. Et surprise, en décembre, eh bien, on apprend que nous l'avons atteint un petit peu grâce à la COVID et au flux net de droits d'émission sur le marché du carbone avec la Californie. Alors, c'est une cible atteinte, mais malheureusement, probablement très temporairement, puisque les émissions, comme on va le voir là, ont remonté dès 2021. On n'a pas encore les bilans officiels des inventaires de GES de 2021, mais tous les indicateurs montrent que les émissions ont repris en 2021. Et donc, on a atteint la cible en 2020, mais il se peut qu'on la rate par la suite. Donc, c'était une nouvelle temporaire, comment on pourrait dire. Le bilan énergétique du Québec, donc voici une petite rétrospective des 20 dernières années. Alors, c'est vraiment la COVID, parce que nous avons des chiffres de 2020, la COVID qui vient apporter un changement majeur à la trajectoire de notre PIB. Là, vous voyez la courbe du haut qui est quand même en forte augmentation. Mais avec la COVID en 2020, il y a eu une forte diminution du PIB, ce qui fait que malgré tout, sur les 20 dernières années, malgré la chute du PIB avec la COVID, on a une augmentation de plus de 30% du PIB par rapport à l'année 2000. Ça, c'est en termes réels. Et donc, le Québec s'est beaucoup enrichi, une augmentation de 1/3 de sa richesse en 20 ans. C'est une très forte progression, plus forte que la population, plus forte que la consommation d'énergie. Et on a une tendance un peu à la stagnation des GES, avec en 2020 une chute des GES du secteur énergétique. Mais donc ça, c'était quelque chose qui, encore une fois, malheureusement, était temporaire. On avait depuis quelques années une remontée, comme vous le voyez là en rouge, depuis 2015, une remontée des émissions énergétiques des émissions de GES du secteur de l'énergie par rapport aux GES des secteurs non énergétiques. Vous pouvez remarquer ici, même la COVID n'a pas eu d'impact sur ces gaz et ces émissions des secteurs non énergétiques qui sont essentiellement les procédés industriels, donc les émissions de procédés en aluminium, en cimenterie, en acierie. Il n'y a pas eu de diminution et évidemment, dans le secteur des déchets et de l'agriculture, il n'y a pas eu non plus de diminution. Donc, et au contraire, vous voyez, ce sont des émissions qui ont tendance à remonter. Donc, un bilan qui, depuis 20 ans, d'un point de vue économique, évolue d'une bonne manière, d'un point de vue énergétique, n'évolue pas d'une manière convaincante dans une voie de la décroissance de la consommation d'énergie et non plus au niveau des émissions, on n'a pas de tendance marquée vers la baisse, alors qu'évidemment, on souhaite réduire nos émissions de gaz à effet de serre.
le graphique qui résume le mieux, à nos yeux, le secteur de l'énergie, donc c'est celui de ce qui s'appelle techniquement un Sankey, qui présente toutes les sources d'énergie que nous utilisons au Québec, les transformations qui ont lieu dans le secteur de l'énergie, les secteurs où nous consommons et l'efficacité de notre consommation. Donc, avant de rentrer dans quelques détails plus spécifiques, mentionnons que ce bilan énergétique que nous avons au Québec fait l'envie de à peu près tous les pays du monde. On est dans une situation incroyablement favorable en ce qui concerne les approvisionnements en énergie renouvelable. Vous voyez des sources locales qui sont entièrement renouvelables, hydroélectricité avec une très, très grande part de la production d'électricité, de l'énergie éolienne, de l'énergie de la biomasse, qui constituent des apports importants au secteur de l'énergie. Donc, nous sommes extrêmement choyés. C'est important de le rappeler parce que peut-être qu'au cours de la présentation, il y aura des points qui vont être plus négatifs ou des tendances qui sont plus préoccupantes, mais il faut vraiment souligner que nous avons au Québec un bouquet énergétique qui est extrêmement favorable. Évidemment, on a des gros apports de pétrole dans notre système énergétique, du gaz naturel qui est encore très présent. Une partie, le Québec sert en fait aussi de territoire de transit pour du gaz naturel qui va en Nouvelle-Angleterre et à New York. Donc, il y a des réexportations de gaz naturel qui se passent sur le territoire. Et un petit peu de charbon encore et qu'on voit aussi de coke, c'est-à-dire du carbone qui sert souvent dans l'industrie, notamment au niveau des anodes des électrolyseurs pour le secteur de l'aluminium ou qui est brûlé dans différentes industries. Donc, vous voyez les hydrocarbures qui sont encore extrêmement présents. Pour la première année, parce que c'était 2020 et que c'est une année de COVID, le pétrole ici, les pétajoules de pétrole sont inférieurs aux pétajoules hydroélectriques. Et ça, c'est parce qu'en 2020, on a connu une baisse de la consommation des produits pétroliers et donc il y a eu une baisse temporaire. Mentionnons deux points qui sont très présents dans le débat énergétique actuellement. On va commencer par l'hydrogène. Vous voyez, de l'hydrogène, on en fait au Québec depuis longtemps, environ 15 pétajoules, ce qui est une très petite part de notre système énergétique. L'hydrogène qu'on fait au Québec, c'est essentiellement de la transformation de gaz naturel ou de produits pétroliers pour en fait être le plus souvent réinjecté dans le secteur des produits pétroliers comme composante dans le secteur du raffinage. Dans les dates d'énergie au Québec, vous trouverez plus de détails sur l'hydrogène. Je vais revenir sur l'hydrogène un peu plus loin, mais il y aura encore plus de détails sur tous les projets que le Québec a en hydrogène et qui sont des projets réalisés ou des projets à développer. Et le deuxième enjeu qui fait souvent les manchettes et sur lequel on fonde un espoir certain, c'est celui du gaz naturel renouvelable, qu'on peut aussi appeler le biométhane, donc qui est du gaz naturel, du méthane qui est issu de la biomasse, de la décomposition de matière organique le plus souvent, mais il y a d'autres filières pour développer le gaz naturel renouvelable, outre la décomposition des matières organiques. C'est aujourd'hui donc un secteur en croissance. Je vais revenir dessus dans le rapport. En fait, on revient dessus. Il y a plusieurs projets. Ce n'est pas des projets qui se développent aussi rapidement qu'on pourrait le souhaiter. Il y a beaucoup de C'est souvent laborieux, mais il y a eu des annonces en 2022 sur des nouveaux acteurs qui vont venir et peut-être que Énergir, à travers ces nouveaux partenariats, pourra justement déployer cette filière-là à la hauteur des ambitions que le Québec lui donne ou a pour lui. Et donc, vous voyez plein de petits autres spaghettis qui amènent de l'énergie d'un secteur à l'autre. Je vais peut-être mentionner que même si on parle beaucoup d'électrification des transports, il y a en fait peu d'électricité ici. Petit spaghetti que vous voyez peut-être à l'écran qui part de l'électricité pour être dans le transport, c'est très, très faible ici. En fait, il y a plus de produits pétroliers aujourd'hui qui produisent de l'électricité dans toutes les centrales hors réseau d'Hydro-Québec, donc dans le Grand Nord et aux îles de la Madeleine. Il y a aujourd'hui plus de produits pétroliers qui produisent de l'électricité que d'électricité qui se substitue à du pétrole dans le secteur du transport. Donc en fait, ça vous donne un peu le paradoxe aujourd'hui. L'électrification des transports, très présente dans le discours, est encore très peu présente sur le terrain, même si ça évolue assez vite et on va revenir sur cette évolution. Donc, les deux grands secteurs de transformation de l'énergie, on passe du pétrole à des produits pétroliers. Donc, on a deux raffineries au Québec, celle de Valero à Lévis et celle de Suncor à Montréal,
qui sont donc des grands raffineurs qui nous alimentent en produits raffinés et qui en exportent une partie. Et l'autre grand secteur de transformation d'énergie, c'est toute l'énergie primaire, hydroélectrique, éolienne et biomasse, qui est transformée en énergie électrique. Et donc, on a toutes les centrales, les barrages et les parcs éoliens et d'autres types de centrales, mais de moindre ampleur au Québec, qui transforment donc l'énergie primaire en électricité et qui est distribuée après pour aller dans les trois grands secteurs de consommation, les bâtiments commerciaux et résidentiels, l'industrie et le secteur du transport. En 2020, le secteur du transport est devenu plus petit. Encore une fois, c'est vraiment conjoncturel. La COVID, rappelez-vous, nous a fait en sorte qu'on est resté beaucoup plus chez nous. On a pris moins nos véhicules individuels et donc la consommation de transport a diminué. Normalement, enfin, ces dernières années et dans les années actuelles, les trois boîtes sont environ de la même taille, autour de 500-600 pétajoules de consommation d'énergie. Ce qu'il faut mentionner, c'est que toute cette consommation d'énergie, elle vient pour satisfaire des besoins qui répondent à des usages utiles de l'énergie. Malheureusement, dans la transformation, dans la production, dans la transformation et dans l'utilisation d'énergie, il y a énormément de pertes. Essentiellement des pertes de chaleur. Et donc là, quand on regarde toute la chaleur qui est perdue dans les systèmes énergétiques, eh bien, ça correspond à environ 50% de l'énergie que nous consommons. Et donc il se trouve là un potentiel à valoriser. Le gouvernement a commencé à faire un excellent travail au niveau des rejets thermiques et de la valorisation des rejets thermiques. Vous avez une excellente carte des sources de pertes thermiques qui pourraient être valorisées, que le MERN, et maintenant, il faudra que je me rappelle si c'est passé au MEIE ou au MELCCFP, pour cette carte-là de la valorisation des rejets thermiques, mais on a une cartographie qui nous montre où se trouvent les industries qui ont des sources de chaleur qui sont non utilisées par la suite parce que c'est un rejet thermique, et donc où est-ce qu'on pourrait mettre par exemple des serres ou des réseaux de distribution de chaleur pour éviter par la suite de chauffer des bâtiments avec de l'énergie toute neuve, des électrons tout neufs. Donc évidemment, ce sont des projets de longue haleine, mais il faut évidemment en parler le plus en amont possible et le plus tôt possible pour les réaliser dans le futur. Donc, c'est notre secteur de l'énergie qui montre à la fois nos forces et les enjeux auxquels nous devons faire face pour les années à venir, parce que l'objectif d'ici 2050, donc, c'est d'avoir éliminé les hydrocarbures en grande partie, pas complètement, parce qu'on a des usages non énergétiques ici que vous voyez, des produits pétroliers, essentiellement l'asphalte de nos routes, mais aussi sur les toits. Dans les produits non énergétiques, il y a donc des produits pétroliers qu'on va vouloir conserver, même dans un monde décarboné. Les cyclistes vont vouloir rouler sur des routes asphaltées, des pistes cyclables asphaltées, de la même manière que les voitures électriques rouleront fort probablement sur des routes asphaltées. Donc, il va falloir garder du raffinage, mais évidemment dans des proportions bien moindres. Mais tout ce qui est usage dans les transports, industrie, bâtiments vont être des usages à éliminer, on l'espère, et à substituer par des sources d'énergie renouvelables lorsqu'on ne peut pas éliminer le besoin à la source. Donc, si on passe plus maintenant à travers les différentes sources d'énergie, les détails, ça, ce n'est pas un graphique tout à fait nouveau, mais vous le voyez, notre pétrole si on regarde, on remonte plus loin dans le temps, est de plus en plus local. Donc, on peut se réjouir probablement de ça, d'avoir du pétrole local pour les amateurs de produits du panier bleu, par exemple. Alors, le panier bleu pétrole n'est pas encore de panier bleu et probablement ne le sera jamais parce que le gouvernement a interdit l'exploration et la production d'hydrocarbures au Québec, ce qui aurait permis d'avoir un panier bleu plus garni. Mais bon, on importe de l'Ouest et des États-Unis notre pétrole. Ça fait déjà plusieurs années. Comme vous le voyez, historiquement, on avait d'autres sources d'approvisionnement de la mer du Nord, d'Afrique du Nord et de différents pays producteurs de pétrole. Pour le gaz naturel, même chose, notre approvisionnement vient essentiellement des États-Unis à travers l'Ontario. Donc, vous le voyez ici, le carrefour Dawn, qui est l'endroit par lequel transige l'essentiel du gaz naturel qui arrive au Québec. Il y en a encore environ 12% qui vient de l'Alberta et donc qui traverse le Canada pour arriver au Québec.
Là, vous voyez les flux de gaz naturel. Il y a une certaine source d'approvisionnement québécoise, une très faible partie de gaz naturel renouvelable qui vient du Québec, et après des sources québécoises qui ne sont pas une production québécoise, mais qui sont du gaz qu'on considère comme québécois pour différentes raisons. Il faut aller voir dans le rapport, avoir un peu plus. Ce qu'on veut mentionner ici, c'est que le gaz naturel renouvelable représentait en 2022 0,6% du gaz distribué par Énergir, et que ça va augmenter dans les années à venir. On vise 2% en 2023. Il y a des gros projets qui ont été annoncés et donc qui pourraient se réaliser dans les mois à venir. Il y a un potentiel. Évidemment, on n'arrivera pas à 100% de gaz naturel renouvelable dans nos réseaux au niveau de consommation de gaz naturel actuel. Mais si d'un côté, on diminue la consommation de gaz naturel et qu'on augmente la part, les volumes de gaz naturel renouvelable, on pourrait se retrouver à un fort pourcentage de gaz naturel renouvelable dans le réseau. Si on regarde au niveau des biogaz et du gaz naturel renouvelable que j'ai mentionné, donc là, vous voyez les projets actuellement qui sont en exploitation. Donc, on a à la fois du biogaz qui n'est pas purifié de son CO2 et qui est utilisé directement. Et on a des projets de gaz naturel renouvelable qui sont actuellement en fonction, en se rappelant que l'essentiel aujourd'hui de la production de gaz naturel renouvelable, elle vient de nos sites d'enfouissement technique et qui génère une bonne partie qui est exportée, mais que nous avons d'autres projets. Là, on voit donc les projets qui sont en cours de réalisation. On a 85 millions de mètres cubes par année qui sont en préparation, et donc ça devrait permettre d'atteindre les cibles à venir. Il y a un potentiel qui est encore en développement et qui pourrait être optimisé et accéléré. Arrivons maintenant à l'électricité, qui est le secteur qui nous permet d'être très confiants qu'on nous sommes bien partis pour la transition énergétique, en tout cas mieux partis que beaucoup de pays sur Terre, parce que notre système de production d'électricité est déjà entièrement décarboné. C'est entièrement ou à 99% décarboné, alors qu'on se rappelle qu'à l'échelle mondiale, c'est le secteur de l'électricité qui est la principale source d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, ce que les autres pays doivent décarboner en priorité, au Québec, c'est déjà fait avec une production d'électricité de sources renouvelables énorme à la taille du Québec et même énorme à la taille d'un pays avec 212 TWh. Je vous rappelle qu'on est 8 millions d'habitants au Québec. La France, par exemple, est à 70 millions d'habitants et produit autour de 500 TWh. Donc, vous imaginez, ils sont presque 10 fois plus que les Québécois, les Français, et ils ne produisent que 2 fois et demi notre production. Donc, c'est une production extrêmement importante. Nous sommes aussi des très grands importateurs d'électricité du Labrador, du contrat de Churchill et de Churchill Falls. Environ 30 TWh nous arrivent à un prix dérisoire de 0,2 cents le kilowattheure au Québec, et nous réexportons cette électricité vers la Nouvelle-Angleterre, New York, un petit peu l'Ontario et le Nouveau-Brunswick, environ à peut-être 4 ou 5 sous, 6 sous le kilowattheure selon les périodes de marché. Donc, faites la différence entre 0,2 cents le kilowattheure et 4-5 sous le kilowattheure américain, tandis que nous, on paye en canadien. Eh bien, vous avez une marge de profit fort appréciable entre les deux. Le Québec est très interconnecté, comme vous le voyez ici, avec ses différents voisins. Donc, il y a des échanges qui bénéficient énormément à la fois au Québec et à nos voisins. Donc, c'est des échanges mutuels. Autant le gouvernement du Québec qu'Hydro-Québec a l'expression devenir la batterie du Nord-Est dans son vocabulaire. Et il y a effectivement, comme vous le voyez dans le Grand Nord québécois, des grands barrages. Les grandes étendues bleues que vous voyez, ce sont des grands barrages. Même chose au niveau de la Manique, vous avez des barrages. On a une capacité de stockage extraordinaire au Québec, 176 TWh de capacité de stockage qui pourrait servir à davantage équilibrer à la fois notre production éolienne que vous voyez ici représentée par tous les petits points verts. Ce sont surtout en Gaspésie, mais aussi le long de la vallée du Saint-Laurent, vous voyez des parcs éoliens. Eh bien, ces points verts sont la production d'électricité éolienne qui pourrait être équilibrée avec les barrages.
Le temps file, je dois m'arrêter autour de 3h20, 3h25, alors je vais accélérer. Peut-être pas accélérer, mais je vais omettre certains points qui pourraient être mentionnés. Mais je vais quand même mentionner que, vous voyez, tous les points rouges sur cette carte-ci, notamment les îles de la Madeleine, sont les points qui sont les sites des centrales thermiques utilisant des produits pétroliers pour produire de l'électricité. Et donc, ce sont autant de centrales qu'il faudra chercher à remplacer par des sources d'énergie renouvelables. Et je veux mentionner au passage que les îles de la Madeleine que vous voyez ici sont très, très proches de la Nouvelle-Écosse et que si on avait un fil, un câble de transport d'électricité à amener aux îles de la Madeleine, si on voulait optimiser les coûts, au lieu de le mettre de la Gaspésie jusqu'aux îles de la Madeleine, eh bien, vous pourriez faire un câble qui serait peut-être 5 fois moins grand avec la Nouvelle-Écosse, faire une entente avec la Nouvelle-Écosse et nous économiserions de l'argent. Peut-être que ça serait une bonne idée de considérer des alternatives collaboratrices. Mais continuons sur l'électricité parce qu'il y a un défi important de gestion de pointe. Donc, on présente cette année, que ça c'est une nouveauté dans l'état de l'énergie, justement le bilan en énergie de Hydro-Québec aujourd'hui et en 2032, ou celui qui est prévu pour 2032. De la même manière, le bilan de puissance qu'on avait aujourd'hui et celui qu'on va avoir dans 10 ans. Et donc, sans passer en détail chacun des items, parce qu'il y en a beaucoup, on peut mentionner qu'on regarde, c'est le chauffage résidentiel qui est la principale composante de nos efforts, de nos besoins en puissance. Donc, c'est probablement sur le chauffage que nous pourrions travailler pour la puissance. L'industrie représente quelque chose de non négligeable dans les appels de puissance, mais ça reste bien moins important que le chauffage résidentiel et les autres usages résidentiels qui sont tous les électroménagers, outils informatiques, éclairage, etc. Donc, une réflexion à faire parce que pour dans 10 ans, 2031-2032, il y a environ 3750 mégawatts de puissance qui sont encore non identifiés, ce qui va être requise si, évidemment, on veut satisfaire les besoins des Québécois avec les mêmes normes de fiabilité et les mêmes réserves pour assurer la fiabilité du système électrique. Bien, 3750 mégawatts, c'est presque 3 fois la romaine. Donc, c'est non négligeable comme source de besoins en puissance supplémentaires qu'il faut prévoir dans les 10 prochaines années. Simplement pour illustrer les besoins en puissance, là, vous avez une journée typique au Québec. Enfin, une journée typique, vous n'avez pas les journées typiques, vous avez la pire journée et la moins pire journée de l'année. La pire journée, c'est celle où on a la demande la plus élevée. En 2021, c'était le 1er février à 8 heures qu'on a eu la demande la plus grande, avec un appel de puissance moyen durant cette heure-là, de 8 heures à 9 heures, de 35 437 mégawatts d'appel de puissance. Vous voyez, on s'est rapproché de la puissance installée d'Hydro-Québec. Hydro-Québec a d'autres outils d'autres contrats pour gérer sa puissance, mais si vous prenez seulement les installations d'Hydro-Québec, c'est ce que nous avons là. Et donc, évidemment, on se rapproche des limites du système. Et on le voit par rapport à la journée où on a la moins grande consommation d'énergie. Mais là, on ne voit pas du tout la pointe du matin et beaucoup moins celle du soir. Et donc ça, c'était le 21 juin où on a la journée avec la plus faible demande en puissance. Et là, en gros, entre la plus faible demande en puissance et la demande en puissance la plus élevée, eh bien, c'est essentiellement du chauffage résidentiel et commercial et institutionnel qui fait la différence. Continuons avec l'électricité, simplement sur une évolution tarifaire qu'il est important de mentionner, parce qu'on est content d'avoir des bas tarifs résidentiels au Québec, sachant que ces bas tarifs résidentiels sont subventionnés par des tarifs commerciaux et industriels qui sont plus élevés. Et donc là, vous voyez le fait que, par exemple, le tarif commercial correspond à 30% plus cher par rapport à ce qu'il coûte à Hydro-Québec pour fournir cette électricité-là aux consommateurs commerciaux. Et dans l'industriel, c'est 10% plus élevé ce que Hydro-Québec va leur charger par rapport à ce que ça leur coûte pour que nous, en tant que consommateurs résidentiels, on bénéficiait de 15% de réduction. Et cette subvention croisée, elle a augmenté en 2021 par rapport aux années précédentes. Donc, alors que l'interfinancement diminuait au fil des ans, il a réaugmenté en 2021.
une chose qui est probablement problématique si on veut, surtout au niveau des consommateurs résidentiels, se donner une discipline de consommation peut-être un peu plus rigoureuse, surtout pour gérer la puissance. Puis je ne mentionnerai que ceci, on n'a aucun tarif de puissance au niveau résidentiel, contrairement aux clients commerciaux et industriels qui ont des tarifs de puissance. Encore une fois, c'est un outil qui pourrait nous aider à gérer la puissance dans différents secteurs. Au niveau des voitures électriques, on avait une cible de 100 000 véhicules électriques en 2020. On n'a pas atteint cette cible-là en 2020, on l'a atteint en 2021 et en 2022, on a continué à augmenter le parc de véhicules électriques. On a plus de presque 160 000 véhicules. On veut multiplier ça par 10 d'ici 2030 avec 1 600 000 VUS électriques. Évidemment, on ne vise pas des VUS électriques, mais c'est probablement ce qu'on va avoir avec ce que je vais vous apprendre dans les diapositives suivantes. En hydrogène, on a beaucoup parlé d'hydrogène. Alors, parlons un petit peu d'hydrogène. Ça, c'est l'hydrogène qu'on fait au Québec aujourd'hui. On en fait environ 500 tonnes par jour, essentiellement de gaz naturel et de nafte lourde, donc des produits pétroliers. Il y a très peu d'hydrogène vert qui est fait, mais c'est Air Liquide qui le fait. Et aussi Arnois dans sa petite station à Québec. Donc là, vous voyez les producteurs d'hydrogène aujourd'hui, mais il en faudrait beaucoup plus. Rappelons simplement, pour situer l'hydrogène, que l'hydrogène a une densité énergétique très, très particulière qui la met dans une classe à part par rapport aux autres formes d'énergie. Donc, c'est à une densité par kilogramme. Vous avez énormément d'énergie dans 1 kilogramme d'hydrogène. Le problème, c'est qu'en volume, c'est très, très, très problématique. La densité par litre d'hydrogène, si vous avez de l'hydrogène liquide, par litre d'hydrogène, vous avez l'équivalent dans 1 litre, donc l'équivalent d'une pinte de lait d'hydrogène liquide, eh bien, vous avez à peu près la même quantité d'énergie que dans une bûche de bois, ce qui est environ 4 fois moins que ce que vous avez, ou 3 fois moins que le diesel ou l'essence. Donc, même liquide, l'hydrogène n'est pas une grande densité volumétrique et si c'est liquide, c'est à moins 235 degrés Celsius. C'est très froid, c'est très difficile à manipuler. Donc, ça va nous poser des enjeux de manipulation l'hydrogène, en plus d'avoir une efficacité si vous faites de l'hydrogène vert et que vous l'utilisez pour alimenter des camions à pile à combustible, eh bien, vous avez une efficacité globale qui est de 31% dans l'utilisation de l'énergie comparé à des camions électriques qui seraient alimentés soit par caténaire ou par pile, ou par batterie, vous voyez que l'efficacité énergétique globale là, est bien moindre pour les camions à pile à combustible. Donc, une solution qui certes va jouer un rôle dans certains secteurs, mais qui ne sera pas facile de généraliser à grande échelle, à moins de vouloir développer des systèmes énergétiques extrêmement inefficaces et extrêmement dispendieux. Continuons, parce qu'il y a beaucoup de choses. Sur les biocarburants, à chaque année, ça me désole de devoir dire que la production de biocarburants ne progresse pas au Québec. La bonne nouvelle, peut-être en 2022, c'est que Bioénergie AE sur la côte nord a réouvert et a eu une entente avec ArcelorMittal. Et donc là, on a mieux valorisé une source de biocarburants québécoise, mais que sinon, c'est à peu près le calme complet dans la production. Évidemment, il y a plein de projets. Les projets sont listés dans l'état de l'énergie. Je ne passe pas en revue complètement parce que ça serait trop de détails. Il y a beaucoup de projets, mais c'est très, très lent à démarrer. Consommation énergétique, pour ceux qui m'écoutent qui nous écoutent depuis plusieurs années, vous n'allez pas découvrir de grandes nouveautés. Nous sommes des très grands consommateurs d'énergie. C'est pour ça que dans le rapport, on parle même d'ébriété énergétique, une expression que certains journalistes ont bien aimée et ont titré aujourd'hui leur reportage sur l'état de l'énergie avec cette expression-là, mais vous voyez, on est des très grands consommateurs d'énergie. Monsieur Fitzgibbon veut développer la richesse au Québec. Il faut savoir que des pays comme la Norvège ou la Suède sont des pays par habitant qui sont plus riches que nous et qui consomment moins d'énergie.
Donc, c'est possible qu'ils fassent des choses intéressantes et qu'on puisse s'en inspirer. En tout cas, c'est ce que je souhaite parce qu'on pourrait donc développer notre richesse et consommer moins d'énergie. C'est faisable. C'est ce que l'Allemagne, la Suède et la Norvège font. Ce sont tous les trois des pays qui, par habitant, ont des meilleurs niveaux de vie. Et mentionnons-le, des coefficients de Gini qui mesurent l'inégalité dans les pays inférieurs aux nôtres. Donc, ce sont des pays avec moins d'inégalité sociale, un plus grand niveau de richesse et moins de consommation d'énergie. C'est vers là que je pense que nous devrions nous diriger. Et simplement pour regarder une perspective mondiale, l'humain moyen sur Terre consomme 52 gigajoules d'énergie, alors que nous sommes à presque 4 fois ça. Et encore une fois, en termes d'équité mondiale, il y a peut-être des éléments sur lesquels nous pourrions nous questionner parce que nous avons un niveau de consommation d'énergie extrêmement élevé. On l'a vu un petit peu à travers le diagramme 5 mais là, vous le revoyez avec un peu plus de précision entre les secteurs de consommation, quel type d'énergie nous utilisons. Alors, pour les industries, on le voit que c'est bien équilibré entre des énergies renouvelables ici. Vous avez l'électricité, 50%, et puis des biocombustibles, 15%, donc plus de 65% d'énergie utilisée par les industries québécoises est renouvelable, ce qui est encore une fois unique sur Terre parce que d'habitude, ce ne sont pas autant d'énergie renouvelable qui alimentent les industries. Par contre, au niveau du transport, vous le voyez, c'est une domination quasi absolue des produits pétroliers et ainsi de suite pour les différents secteurs de consommation. Au niveau des voitures, c'est quelque chose qui est très préoccupant parce que, évidemment, le secteur du transport, comme je viens de mentionner, ce sont les produits pétroliers. La tendance à avoir des camions, et par camion, là, si on marque camion, ce n'est pas parce qu'on veut s'acharner sur les camions, c'est que Statistique Canada catégorise les deux catégories ainsi. Donc, nous ne faisons que réutiliser les catégorisations de Statistique Canada sur les ventes de véhicules par les camions et voitures. Dans les camions, il y a évidemment tous les camions lourds, mais aussi les VUS, les camionnettes, les vannes. Et vous voyez que c'est un segment qui est en forte croissance. Avec la pandémie, même, ça a continué à accentuer. Les gens veulent être confortables dans leur VUS. On a maintenant 71% des ventes qui sont des camions pour seulement 29% des voitures. Et même les camions électriques sont en croissance. Là, vous voyez, en 2021, on a vendu moins de voitures électriques qu'en 2020. Mais par contre, plus de camions électriques qu'en 2020. Et encore une fois, ce sont des VUS électriques qui incluent les véhicules hybrides rechargeables. Et donc, ce qu'on a surtout, ce qu'on a beaucoup qui se développe, c'est des véhicules hybrides rechargeables de type VUS. Qui vont poser fort probablement des enjeux au niveau de la recharge, parce que ça consomme plus d'électricité que des voitures. Au niveau des tendances en vente de produits pétroliers, vous voyez ici, on a des tendances qui, pour presque la première fois, je crois, sont en déclin. Mais évidemment, c'est parce qu'on fait des tendances, des projections, des tendances des 5 dernières années. Avec la COVID, on a eu une telle chute que ça nous a amené des tendances vers le bas, ce qui est une bonne chose, évidemment. C'est ce qu'on souhaite, c'est ce que tout le monde vise. Et par contre, malheureusement, au niveau de l'essence et du diesel, on a une augmentation, on a une reprise des ventes d'essence et de diesel. Dans le cas du diesel pour le transport, on a même battu en 2021 des records de vente de diesel dans le secteur du transport au Québec. On n'a jamais vendu autant de diesel pour le transport qu'en 2021, selon les chiffres de Statistique Canada. Et donc ça, évidemment, c'est préoccupant parce que ça veut dire qu'il y a des véhicules qui ont été ajoutés. Les véhicules qui ont été ajoutés ici, c'est essentiellement des véhicules qui consomment de l'essence et du diesel. Le transport des marchandises, c'est du diesel. Et dans 2030, c'est très, très, très bientôt. C'est dans 7 ans. C'est difficile de voir comment ces tendances peuvent être renversées parce que même malgré le fait qu'il y ait des nouveaux programmes en termes de loi VZE sur les véhicules zéro émission et même si on veut mettre des biocarburants dans les carburants diesel et de l'essence, c'est très difficile de faire des calculs qui nous montrent qu'on arrive à notre cible de moins 40% en 2030 de vente de produits pétroliers sous le niveau de 2013. On était à 20 milliards de litres, il faudrait qu'on arrive à environ 12 milliards de litres en 2030. Personnellement, je n'ai pas réussi à faire des calculs qui m'y amènent. Au niveau de l'industrie, vous avez par sous-secteur industriel les différents types de consommation d'énergie.
Là, vous le voyez, l'aluminium et les métaux non ferreux consomment énormément d'énergie, essentiellement de l'électricité. Et vous voyez par les différents secteurs quelle énergie est utilisée. Je veux mentionner la productivité énergétique. Ce sont des données cette année qu'on a ajoutées au secteur, à l'état de l'énergie au Québec, qui montrent que le Canada est le dernier de classe en termes de productivité énergétique. Qu'est-ce que c'est la productivité énergétique? C'est la richesse que vous arrivez à générer par unité d'énergie que vous consommez. Donc, si vous consommez 1 litre d'essence ou 1 kWh, combien est-ce que vous allez générer de richesse avec ça? Eh bien, c'est au Canada qu'on en génère le moins. L'Arabie saoudite, par exemple, génère plus de richesse que le Canada par unité d'énergie. La Finlande, bon, c'est peut-être mieux de se comparer à la Finlande ou à l'Australie ou à la Norvège. En fait, peu importe à qui vous voulez vous comparer, tous les pays du monde font mieux que le Canada en termes de production de richesse par rapport aux gigajoules consommés. Et à l'intérieur de notre pays canadien, eh bien, le Québec est à peu près à la moyenne canadienne avec les Ontariens qui sont les champions de la productivité énergétique au Canada et les Alberta qui génèrent le moins de richesse avec leur énergie. Et ça, on y arrive secteur par secteur. Ceux qui pensent que c'est notre structure industrielle qui cause ça, j'ai une mauvaise nouvelle pour eux. Quand vous regardez sous-secteur industriel par sous-secteur industriel, puis là, vous en voyez une quinzaine ici, les points rouges représentent la donnée canadienne et on est systématiquement en dessous de la moyenne de 50 pays qui font partie de ces données-là. Donc, le petit carré ici, c'est la moyenne de la productivité énergétique et le Canada est systématiquement en dessous de la moyenne, et comme vous le voyez d'habitude, le dernier, là, tout en bas, de la productivité énergétique sous-secteur par sous-secteur. Très préoccupant parce que si on veut créer de la richesse comme M. Fitzgibbon veut le faire, il va falloir qu'on fasse beaucoup mieux avec notre énergie, qu'on ait une productivité énergétique qui est en croissance, notamment à travers l'efficacité énergétique et une utilisation plus performante de notre énergie. Le temps passe, je me sens un petit peu habité par le temps, donc je vais sauter quelques diapositives et je m'en excuse à tous ceux qui auraient voulu que je passe plus de temps, mais peut-être pour dire que dans le secteur des bâtiments, on a aussi des surfaces de plancher qui ne cessent de croître, on a de plus en plus de bâtiments, donc qu'il faut évidemment chauffer, qu'il faut alimenter en énergie et qui demandent de l'énergie pour être construits. Évidemment, toutes ces augmentations des bâtiments, c'est au-delà de la croissance démographique. On construit plus de bâtiments que la population ne croît. Et donc, le nombre de logements par habitant ne cesse d'augmenter. La superficie des logements ne cesse d'augmenter. À croire qu'on aime faire le ménage parce qu'on a plus en plus de mètres carrés avec de moins en moins de gens qui habitent ces mètres carrés. Avec la COVID, on a eu des diminutions de consommation d'énergie dans tous les secteurs, sauf en santé, où là, vous le voyez en santé, entre 2000 et 2020, le secteur de la santé, ça a augmenté. Donc, on a fait un petit encadré sur la santé et l'énergie, parce que dans le secteur de la santé, il y a aussi une consommation d'énergétique non négligeable. Évidemment, la COVID n'a pas aidé, mais il va falloir aussi nous améliorer à ce niveau-là. On a un potentiel d'efficacité énergétique remarquable au Québec. On a ressorti encore une fois les données, mais ce n'est pas des nouvelles données malheureusement parce qu'il n'y a pas de mise à jour là-dessus. Alors, je vais sauter rapidement pour terminer avec les émissions de GES au Québec et quelques indications sur l'économie et l'énergie. Nos GES, essentiellement des hydrocarbures, mais aussi des secteurs non énergétiques, 30%, 35% en fait en 2020, parce que quand on a consommé moins de pétrole en 2020, les hydrocarbures ont représenté une plus petite part de nos émissions. Donc, on a beaucoup d'émissions, des procédés industriels, l'agriculture, les déchets, il ne faut pas les oublier. Ils ne sont pas couverts par le marché du carbone. L'agriculture, les déchets ne sont pas couverts par le marché du carbone. Il n'y a pas vraiment de diminution dans ces secteurs-là. Donc, c'est des secteurs qu'il va falloir aussi reconsidérer pour les réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Parce que l'objectif ultime, c'est zéro émission au net en 2050. Mais pour arriver à zéro au net, il faut absolument diminuer sur le territoire québécois et ailleurs. Donc, on diminue aussi, on achète des droits d'émission en Californie qui sont considérés dans la comptabilité québécoise comme des réductions d'émissions. Et donc, c'est ce qui nous permet en 2020 de dire qu'on a dépassé notre cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre. On devait atteindre moins 20%, on est à moins 26%. Et ce moins 26%, il faut prendre la réduction de la COVID et les droits d'émission achetés sur le marché californien
et les compter comme des réductions chez nous pour arriver à ce moins 26%. Et donc, on doit être content d'avoir atteint la cible. On doit être moins content de se dire que dès 2021, ça va remonter et que, en fait, on a fait très, très peu du travail que nous aurions dû faire jusqu'à maintenant et qui reste à faire pour atteindre la cible de 2030. On a le marché du carbone qui pourrait nous aider. Là, vous voyez ici le marché du carbone, les secteurs qui sont assujettis au marché du carbone, les secteurs non assujettis, agriculture et déchets essentiellement, mais il y en a d'autres, et les plafonds d'émissions qui sont en décroissance. Ça devrait nous contraindre, ces plafonds d'émissions. Ceci dit, il y a d'autres études qui montrent que les plafonds ne seront pas une vraie contrainte avant 2030, alors ces plafonds pourraient ne pas nous contraindre vraiment à atteindre nos cibles. Le marché du carbone, par contre, a un prix en augmentation. Ça, c'est des dollars américains. Vous voyez, on va voir les premières enchères cette semaine sur le marché du carbone. Alors, suivez le prix du carbone. C'est très important de connaître le prix du carbone parce que bien, c'est ce que nous voulons éviter de payer. Et si on ne connaît pas le prix du carbone, c'est plus difficile d'éviter de voir le payer. Et c'est une communication sur laquelle on devrait bien plus se baser dans nos politiques pour réduire les gaz à effet de serre. Parlons un petit peu du prix de l'essence. Il a beaucoup fluctué ces dernières années. On a atteint des sommets et des creux. Sommet l'été dernier, un creux avec la COVID. En moyenne, 40% du prix de ce que vous payez à la pompe pour l'essence ordinaire vient du pétrole brut. Le reste, c'est les taxes, le prix du carbone, les marges de détail, de transport et le raffinage. Plus de détails dans l'état de l'énergie au Québec. Et je termine avec les perspectives 2023. Quelques petites perspectives. On aura le temps d'avoir le mot de la fin, je l'espère, de M. Benoît Charette, ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Mais les perspectives, donc la première perspective qu'on attend avec impatience, c'est les consultations sur la réglementation et les lois sur le secteur de l'énergie, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des choses à dire, des bonnes idées et qui veulent participer de manière constructive à ce débat-là. Le prix du carbone, je viens d'en parler, on tourne autour de 35 dollars canadiens la tonne de carbone au Québec. Le prix fédéral de la tonne de carbone va être à 65 dollars à partir du 1er avril. Il y a forcément des comparaisons qui vont être faites. C'est des comparaisons qu'il ne faut pas prendre, qu'il ne faut pas faire directement, mais malgré tout, on sera tenté de faire ces comparaisons-là. Il faudra les justifier et ça va être un travail de communication de bien justifier ces prix qui sont différents là. La boucle de l'Atlantique, je ne vous en ai pas parlé. Je vous ai simplement parlé, moi, dans ma présentation des îles de la Madeleine et de la Nouvelle-Écosse, et qu'il y aurait des choses là à faire du côté atlantique au niveau des interconnexions. Il y a des choses qui devraient être annoncées en 2023 sur la boucle de l'Atlantique, avec peut-être des blocs d'énergie qui seraient vendus aux provinces atlantiques, ou du moins des interconnexions possibles pour nos voisins dans l'Atlantique qui ont encore du charbon et des produits pétroliers dans leur production d'électricité. Il y a certainement de la décarbonation à faire. Est-ce qu'on va atteindre des nouveaux sommets en 2023 ou un retour au bas prix pour le pétrole? Je ne sais pas quoi souhaiter, mais ça va être un défi. On va aussi avoir au niveau d'Hydro-Québec probablement un ou une nouvelle PDG d'Hydro-Québec. Donc, ça va être un dossier à suivre. Et la guerre en Ukraine, évidemment, va nous amener à nous questionner sur plusieurs choses. Je vous remercie. Je vous souhaite de télécharger le rapport énergie.hec.ca sur le site de la chaire. Télécharger le rapport. Je termine avec une dernière petite publicité pour un livre que je vais lancer le 6 mars prochain à HEC. L'équilibre énergétique, un livre que j'ai écrit ces dernières années et donc, mais qui fera l'objet d'autres discussions plus tard. Alors, j'arrête le partage. Je vais voir du côté de nos invités si M. Charette a pu se joindre et je ne le vois pas dans le webinaire. Alors, je ne vais pas faire son mot de fermeture. Il y a plusieurs questions, Pierre-Olivier, peut-être. Oui. J'en ai répondu plusieurs. D'accord. Alors, j'ai gardé celle qui pourrait intéresser un peu plus largement les gens. Donc, d'accord. Alors, je lis les questions et j'y réponds en direct. Une question de Lila Kenash. Question pour le ministre Fitzgibbon, mais je ne pense pas qu'il y répondra. Comment envisagez-vous inciter les Québécois et Québécoises à réduire leur consommation sans signal économique qui découragerait la surconsommation?
Alors, on peut dire qu'il y a toujours l'information qui est la sensibilisation qui est une manière. La réglementation aussi est une manière qui peut être utilisée sans tarifer directement. Monsieur Pascal Normand pose la question. Est-ce qu'il pourrait être intéressant d'appuyer l'autoproduction, c'est-à-dire les particuliers qui voudraient installer une petite éolienne ou des panneaux solaires à domicile? C'est une solution à petite échelle, mais qui pourrait, avec la force du groupe, avoir un impact notamment au niveau des pointes. C'est un très bon point. Dans beaucoup d'endroits, l'autoproduction est développée, notamment au niveau des panneaux solaires. Donc, c'est possible au Québec d'avoir des panneaux solaires et d'avoir une entente avec Hydro-Québec pour de la tarification où les kilowattheures qu'on autoproduit sont enlevés de notre consommation et donc on a une certaine rémunération pour cette production-là. Ça serait utile. L'autre chose qu'il faut se rendre compte, c'est que l'autoproduction peut poser des enjeux de gestion des réseaux parce que pour Hydro-Québec, quand le panneau solaire ou la petite éolienne cesse de produire, il faut que le réseau continue à satisfaire les besoins et que donc ça fait vraiment des enjeux de gestion de réseau qui peuvent être exacerbés parce que ça peut devenir beaucoup plus difficile d'équilibrer plein de petits producteurs qui produisent, arrêtent de produire, et là, le système qui doit venir à la rescousse des autoproducteurs qui arrêtent de produire. Donc, ça vient aussi avec une complexité de gestion du réseau qui n'est pas toujours évidente. Alors c'est un élément à prendre en compte. Daniel Rose, que je salue au passage, mentionne qu'il y a des importations d'hydro qui sont en page 7. Alors, je vais peut-être revenir à la présentation du rapport, des très plus onéreuses que les... oups, j'y arrive. Donc là, on a des importations d'hydro ici. Non, en fait, ces importations-là, elles ne sont pas forcément plus onéreuses que nos exportations. Parce que ces importations-là, il y en a qui se font à des heures de pointe, mais il y a aussi des importations qui se font de la part qui viennent de l'Ontario. Par exemple, l'Ontario produit, là vous voyez ici des importations de 2 TWh d'Ontario. C'est des importations qui se font la nuit lorsque l'Ontario a des prix négatifs ou nuls parce qu'ils ont une surproduction nucléaire et éolienne la nuit. Donc il y a des prix négatifs ou des prix très proches de zéro, ce qui fait qu'Hydro-Québec peut importer de l'électricité de l'Ontario à très très faible prix. Donc ces 2 TWh ici, ça correspond grosso modo à ces importations ici qui dépassent vraiment les importations aux heures de pointe qui nous coûtent très cher. Jacques Harvey pose là, alors c'est une longue question. Parmi les émetteurs inscrits au SPEDE, au marché du carbone, les plus grands ont émis encore plus de GS en 2021 comparé à 2013. Donc ça, c'est vrai ce que M. Harvey, ce que Jacques dit, Jacques Harvey. Les émetteurs industriels ont plus émis en 2021 qu'en 2013. Comment expliquer cette tendance malgré les aides financières importantes à l'industrie? Comment envisagez-vous redresser la situation? Donc, il y a eu effectivement une certaine augmentation des émissions industrielles. Et ça, c'est problématique. En fait, c'est problématique parce que c'est problématique pour la question des gaz à effet de serre. Mais ce que nous avons, c'est que nous avons, ces 10 dernières années, nous avons eu une industrie et une économie qui roulent très, très bien. Donc, avec la croissance économique, on a une industrie qui fonctionne, on a des émissions de gaz à effet de serre qui sont associées à ça. Et évidemment, malheureusement, la priorité des industries n'est pas toujours l'efficacité énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il n'y a pas forcément des programmes très contraignants qui sont demandés aux industries pour mieux gérer leurs émissions de gaz à effet de serre. On sait dans le potentiel d'efficacité énergétique que je vais vous remettre sous les yeux pour appuyer ma réponse. On sait qu'au niveau industriel, comme vous le voyez ici, il y a 20% de la consommation d'électricité dans le commercial, dans la grande industrie, c'est 17% de la consommation d'électricité
qui a été identifié comme étant un potentiel technico-économique de réduction de l'électricité. Donc, on a des chiffres quand même importants de réduction possible, autant en électricité qu'en gaz naturel, de l'ordre de 10% en industrie qui pourrait être économisé si, les meilleures pratiques de gestion de l'énergie étaient mises en œuvre dans l'industrie. En parlant de meilleures pratiques, je l'ai passé cette diapositive-là, mais les meilleures pratiques de gestion de l'énergie, c'est justement parmi les meilleures pratiques se trouve comme un exemple la certification ISO 50001. Il y a d'autres certifications qui peuvent être intéressantes, mais comme vous le voyez, l'Allemagne, qui est un pays où on consomme beaucoup moins d'énergie, on génère beaucoup plus de richesse avec l'énergie consommée, on a un très fort nombre d'entreprises qui ont une certification en gestion de l'énergie, alors qu'au Canada, on est à l'ordre de 4-5 entreprises, 22 entreprises, mais 4-5 au Québec qui ont des certifications en gestion de l'énergie. Donc, on gère mal notre énergie. Et donc, ça nous amène en période de croissance économique à davantage d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, je vais continuer parce qu'on a encore une dizaine de minutes par rapport à 15h45 qui était l'heure de fin. Johan, n'hésite pas à m'interrompre à un moment donné si M. Charette se joint à nous. On a Christophe Bélanger qui répond par rapport à Hydro-Québec. Alors, la réponse va être mise, mais c'était plus une réponse qui est fort appréciée. Mais je vais aller à d'autres questions et je pense que les réponses sont accessibles par vous êtes accessible à tout le monde. Frédéric Pelletier dit que la tarification dynamique qui gère plus efficacement la puissance aux tarifs domestiques. Donc, ce n'est pas une question, mais merci. Oui, la tarification dynamique est très utile pour gérer la puissance, à mon avis, de manière ponctuelle, mais de manière structurelle. Des tarifs de puissance peuvent aussi être très importants pour gérer de manière structurelle les appels de puissance. Martin Tremblay demande: pensez-vous qu'avoir un tarif d'électricité plus élevé qui ciblerait les résidences secondaires serait une façon efficace de réduire les appels de puissance en hiver? Bonne question. Et je pense qu'il pourrait effectivement y avoir du travail à faire au niveau des tarifs résidentiels pour les résidences secondaires qui bénéficient déjà du fait que le Hydro-Québec calcule la consommation, non pas quotidiennement, mais sur 2 mois. Et que donc le 40 kWh par jour dont on bénéficie au premier tarif, au premier bloc tarifaire, eh bien, ce n'est pas 40 kWh par jour, c'est 40 kWh multiplié par le nombre de jours dans 2 mois qui nous donne un gros bloc. Et évidemment, le tarif résidentiel devient encore plus intéressant pour les gens qui ont des résidences secondaires, qui y vont souvent que la fin de semaine et qui font des appels de puissance la fin de semaine. Donc, il y aurait lieu effectivement de peut-être avoir du côté des tarifs des résidences secondaires des tarifs spéciaux. Donc, ça devra faire partie de la réflexion sur la tarification. Est-ce qu'on tarifie différemment les résidences secondaires, sachant qu'en général, ce sont des gens qui ne sont pas des ménages à faible revenu qui ont ces résidences secondaires-là. Et donc, la protection des besoins essentiels de ces résidences-là et de ces ménages-là n'est peut-être pas au cœur de nos préoccupations. Terence Sauvé nous propose ou nous demande à partir d'Anticosti des îles de la Madeleine, serait-il plus convenable et moins coûteux à long terme d'étudier l'utilisation de la biomasse, importer des granules de bois ou des plaquettes et de l'éolien pour réduire la consommation de diesel? Il reste que le projet de transmission wattée en Ontario reste un des projets les plus coûteux et improfitables pour électrifier les régions. Alors, c'est une question fort intéressante. Hydro-Québec a déposé à la Régie de l'énergie ces différentes options pour alimenter les îles de la Madeleine en électricité non émettrice ou moins émettrice. Il y avait parmi ces options-là des options qui étaient basées sur la biomasse et les éoliennes. Ce n'était pas l'option que Hydro-Québec a retenue, mais l'option qu'Hydro-Québec a retenue, ce long câble sous-marin, a aussi été rejetée par la Régie. Et donc, à ma connaissance, Hydro-Québec est toujours en réflexion pour faire des nouvelles propositions pour alimenter les îles de la Madeleine. Éric Pinault de l'UQAM, que je salue et qui n'est pas lié à moi-même, nous pose la question: pourquoi Québec priorise l'hydrogène pour le camionnage lourd, comme l'a annoncé le ministre plus tôt? Alors,
ce n'est pas clair dans mes yeux à moi que le Québec, le gouvernement québécois priorise l'hydrogène dans le transport lourd. Ma compréhension, c'est qu'il y a, pour l'instant, il n'y a rien qui est priorisé et qu'on ne sait pas ce qu'on va faire vraiment dans le secteur du transport de marchandises. En tout cas, moi, je n'ai rien vu qui m'a convaincu que le gouvernement savait ce qu'il voulait faire précisément. Et pour l'hydrogène, ça reste très flou. Monsieur Fitzgibbon avait, en début de semaine, il y a 2 semaines, avait annoncé qu'il y aurait très peu ou pas de projets d'hydrogène qui seraient retenus. Plus tard, en inaugurant le train à hydrogène, il a dit qu'il y aurait probablement un tiers des camions qui seraient alimentés à l'hydrogène. À mon avis, c'est plus des idées énoncées que des plans très, très fixés. Alors, il y a beaucoup de choses qui pourraient évoluer à ce niveau-là. André Mercier demande: doit-on comprendre que l'appel de puissance observé de 6 à 8 heures résulte en bonne partie des besoins de chauffage suite à une réduction de quelques degrés pendant la nuit? Alors, on va retourner au graphique ici. Donc, en fait, l'appel de puissance de 6 à 8 heures, c'est le petit déjeuner. Là. On va prendre des douches, on toast notre pain et si on se sèche les cheveux avec notre séchoir à cheveux, c'est 1 kW de puissance, un séchoir à cheveux. Donc, ça, ne vous séchez pas les cheveux quand il fait froid comme ça si vous voulez aider la pointe. Donc c'est pas forcément, c'est oui en partie plus de besoin de chauffage parce que ceux qui ont mis des thermostats plus bas la nuit remontent leur chauffage le jour, mais c'est une combinaison de différents usages qui sont liés au fait qu'on se lève qui augmente la consommation ici le matin. Mais donc, c'est un ensemble. Le chauffage en fait essentiellement et évidemment aussi partie, mais il y a évidemment des usages qui sont liés à notre petit déjeuner et aux activités d'hygiène personnelle matinale. Tatiana Guerrero demande: comment voyez-vous le fait que l'électrification des transports et d'industrie en général va plutôt augmenter la consommation, et ce en grand volume? De plus, est-ce que les besoins en énergie électrique par habitant vont en augmentation? Alors, alors c'est sûr que ça va poser des enjeux, là, les nouveaux besoins en énergie qu'on voit ici à travers les industries, c'est important, mais en fait, c'est aussi le secteur résidentiel qui est en croissance. Là, vous voyez, 9 TWh de plus pour le secteur résidentiel, 10 TWh en plus pour le secteur commercial. Ça, c'est une croissance qui pourrait être évitée si nous étions très sévères sur les normes d'efficacité des usages commerciaux et résidentiels. Imaginez qu'on augmente la consommation résidentielle et commerciale, c'est un problème. Et à mon avis, on devrait gérer ça de manière beaucoup plus proactive et agressive que ce qu'on fait pour s'éviter d'avoir à rajouter encore davantage d'énergie additionnelle, surtout si on veut non seulement électrifier l'industrie, mais aussi rajouter des industries et électrifier le transport, pardon. Donc, en fait, il y a beaucoup d'éléments qui sont préoccupants et sur lesquels on devrait réfléchir bien davantage dans notre gestion de l'énergie. Alors, il me reste encore quelques minutes. Félix Grenier demande pourquoi le potentiel d'énergie solaire n'est pas davantage pris en compte dans la stratégie de production d'Hydro-Québec. On en a un petit peu parlé, c'est parce que c'est pris en compte. Hydro-Québec a ouvert un parc solaire il y a quelques mois, il y a un peu plus d'1 an, je pense maintenant. Mais c'est que ça coûte encore assez cher, le solaire, et ça produit vraiment durant la journée et pas aux heures de pointe. Si on regarde les heures de pointe, les heures de pointe que j'avais, où est-ce que je les ai, les heures de pointe ici? Mais les heures de pointe l'hiver, vous voyez, c'est 8 heures le matin, puis il n'y a pas grand soleil à 8 heures le matin l'hiver, et à 18 heures non plus. Alors, ça ne nous aide pas du tout pour la pointe, et c'est pour ça qu'Hydro-Québec laisse ça de côté, parce que c'est pour l'instant, parce que même si ce n'est pas si cher que ça, le solaire, ça ne nous aide pas en termes de pointe. Donc, on ne le fait pas tant que ça. Louis Germain pose la question suivante. Vous pensez quoi du projet de loi 2 qui introduit une tarification différenciée entre les clientèles, indexation pas la même pour les clients résidentiels et d'affaires, et qui accroît le ratio d'interfinancement au détriment des clientèles d'affaires?
Merci, Monsieur Germain, pour cette question. Je dois avouer que je n'aime pas du tout le projet de loi 2. Alors, Monsieur Fitzgibbon, si vous êtes encore là, je m'excuse de partager publiquement le fait que je n'aime pas du tout ce projet de loi. Il y aurait, c'est à mon avis, la très mauvaise orientation d'accentuer l'interfinancement. Et que dans le projet de loi, il y a un grand nombre d'enjeux problématiques, notamment le fait qu'on introduise une matrice de critères qui sont encore flous et qui vont malheureusement probablement soit rester flous, soit devenir extrêmement discutables à long terme pour choisir les projets. Je ne pense pas que c'est à qui que ce soit de choisir les projets qu'on fait au Québec, mais ça serait à ceux qui produisent de l'énergie. On a au Québec un grand nombre de producteurs d'électricité publics et privés. On a Hydro-Sherbrooke en public, on a Hydro-Québec en public, on a Inergex qui est possédé en partie par Hydro-Québec et en partie par le privé, mais on a Boralex, on a Kruger Energy, on a plein de producteurs privés qui pourraient répondre à des besoins, qui pourraient faire des ententes avec des industries pour dire ben, moi j'ai besoin d'énergie, moi je produis de l'énergie. Eh bien, parfait, parlez-vous. Et Hydro-Québec va livrer l'énergie à travers son réseau et charger pour la livraison, mais va laisser les producteurs vendre leur énergie. Donc, à mon avis, on pourrait résoudre bien des problèmes avec cette approche-là et le projet de loi 2 ne va pas dans ce sens-là. Une dernière question et après, je m'arrête. On va aller avec la question de Omar Tariq Sanda. Quelle est la raison pour laquelle le Canada se retrouve dernier au monde quant à l'économie d'énergie? Alors, ce n'est pas directement l'économie d'énergie, c'est la productivité énergétique. Comparé à la Suède et la Norvège qui ont un climat aussi rude, on peut faire sûrement beaucoup mieux. Alors, merci pour cette question. On est dernier. Il y a probablement deux raisons principales. Surtout par rapport aux pays nordiques, c'est que contrairement aux pays nordiques, qui est la Finlande par exemple, qui est à côté de la Russie, qui est voisine de la Russie, elle a des enjeux géopolitiques en approvisionnement en énergie. Au Canada, on en a très très peu d'enjeux géopolitiques et on a des très bas prix. Alors, les prix ne nous conscientisent pas à la consommation d'énergie. La crainte de voir nos approvisionnements être coupés ne nous amène pas à mieux gérer notre énergie parce qu'on n'a pas d'enjeu géopolitique et donc ça nous a amené dans une nonchalance énergétique qui nous fait l'utiliser, cette ressource énergétique avec peu de vigueur. On ne regarde pas, enfin, on l'utilise avec vigueur, mais on ne considère pas sa gestion et son économie avec beaucoup d'entrain. Et donc, ça nous amène à la productivité énergétique lamentable qui est la nôtre et à notre consommation d'énergie qu'on se compare aux autres pays qui est bien plus grande que les autres. Je vais m'arrêter ici parce qu'il faut bien mettre fin un jour au webinaire. Je vous remercie toutes et tous de votre attention. Il y a encore 700 personnes qui participent à ce webinaire, ce que je trouve fantastique par rapport à votre intérêt. Diffusez l'état de l'énergie au Québec 2023 autour de vous. Si vous avez des commentaires à formuler sur l'état de l'énergie au Québec, des choses il y a encore des coquilles ou des petites erreurs qui sont peut-être introduites, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire, on va les prendre en note et on essaye de s'améliorer année après année, même si les données en énergie ne sont pas toujours plus faciles à aller chercher, on essaye d'aller les chercher. Je tiens à remercier très chaleureusement Joanne Whitmore, avec qui j'ai le plaisir de travailler, parce qu'elle fait un travail remarquable, notamment pour aller chercher des données spécifiques que moi, personnellement, je n'aurais pas toujours la patience d'aller chercher auprès de plein d'instances et d'institutions. Alors, merci Joanne, merci à tout le monde. Et rendez-vous le 6 mars prochain à HEC en présentiel pour le lancement de mon livre L'équilibre énergétique aux éditions Robert Laffont. Je vous remercie beaucoup et l'enregistrement de ce webinaire va se retrouver sur le site de la chaire. Au revoir et bonne fin de journée.